Chaque seconde, il se prend 1500 photos. Plus d'1 milliard par semaine. S'en prendrait-il autant si ce n'était si simple, si rapide, si facile ? Jadis, faire une image demandait d'imaginer. Cela exigeait du temps et de la réflexion. Aujourd'hui, quelques gestes et quelques secondes suffisent pour obtenir une photo. Depuis quand l'homme est-il en mesure de prendre des images sans même avoir à les imaginer ? L'élaboration de boîtes comme celle-ci, à la fin du XIXe siècle, a introduit une rupture non seulement dans la pratique photographique, mais dans l'imaginaire humain. Ces boîtes anodines, sur lesquelles l'homme n'a guère d'autre prise que la pression sur un bouton, sont à l'origine d'images inattendues qui suscitèrent l'étonnement et déplacèrent les enjeux des prises de vue. Depuis les origines de la discipline, le photographe emploie un instrument grâce auquel il contrôle l'ensemble de la procédure photographique, la chambre. Pour concevoir chacune de ces vues, il doit comprendre les lois qui la rendent possible. La préparation des émulsions lui demande de connaître les propriétés des produits qu'il va faire réagir à la lumière. La prise de vue s'articule ensuite autour des propriétés optiques de la chambre photographique. L'observation du verre dépoli permet de contrôler soigneusement le cadrage et la netteté de l'image à venir. Une fois ces réglages établis, il doit encore figer les attitudes des corps durant la poignée de secondes nécessaires à l'impression de la plaque. Et estimer la durée d'exposition requise pour que le résultat de la réaction corresponde à son attente. L'essentiel de la prise de vue réside ainsi dans la maîtrise rigoureuse des préparatifs par lesquels le photographe est en mesure de prédéterminer l'image. Même s'il opère plus rapidement que le peintre, le photographe est l'artisan de son image. Aucun paramètre n'échappe à son regard ou à sa pensée. Et chaque épreuve atteste le soin porté à l'opération. Photographe et photographié se plient aux lois de la photosensibilité. Au début des années 1880, apparaissent les plaques au gélatino-bromure d'argent. Elles vont modifier les habitudes du photographe. Ces plaques étant disponibles dans le commerce, l'opérateur se voit dispenser des tâches de chimie qui précédaient la prise de vue. La photosensibilité de ces plaques nécessite l'adjonction d'un élément mécanique, l'obturateur. Il permet de jauger des temps d'exposition très courts. Son déclenchement introduit une action instantanée. Ces émulsions facilitent la pratique photographique en déplacement, pour laquelle certains photographes font part d'une volonté d'allègement du matériel. Toutefois, avec l'instantané, quelque chose a changé dans la procédure de la prise de vue. Une fois prêt, l'opérateur n'est plus contraint de figer la scène qu'il veut saisir. Les frères Lumière, qui se lancent alors dans la fabrication des plaques, témoignent ici de cette attraction nouvelle pour vanter leur émulsion. Mais il faut se garder de voir dans ces images des prises de vue inopinées. Elles exigent au contraire préparatifs et concertation. Pour chacun de ces clichés, l'opérateur a dû régler le cadrage et la netteté sur le dépoli, prévoir l'emplacement du sujet, puis charger la plaque, régler et armer l'obturateur, avant d'être enfin prêt à déclencher. Ces vues traduisent avant tout le plaisir de la difficulté vaincue. Pour les vues instantanées comme pour les vues posées, le souci de maîtrise persiste, comme le montrent les images primées au concours des revues de photographie de l'époque. Pour cette scène de famille dont le temps d'exposition est encore de 3 secondes, l'opérateur a pris soin d'indiquer un geste du bras laissant croire que la vue vient le saisir au vol.
Le même souci transparaît dans une scène d'écolier primée quelques mois plus tard. Cette scène de genre fort académique au premier regard permet de mieux cerner encore les curiosités que suscite l'instantané. Pour l'unique fois dans l'histoire de la revue, le cliché fait l'unanimité du jury. Seule la présence d'un élément inattendu peut justifier un tel enthousiasme. Lequel est-il ? Là, le geste de la petite fille, cette main qui se tend vers le photographe et se juxtapose aux traits de son visage dans un raccourci non prémédité. Ce petit geste si familier à nos yeux du XXIe siècle, voilà l'élément impromptu qui retient l'attention des jurés. Ainsi, l'usage des plaques instantanées sensibilise les photographes habituellement soucieux de maîtrise à des dispositions fugaces qui échappent aux prévisions. L'idée de photographier à l'improviste pointe dans les esprits. Si le photographe a gagné en vitesse d'opération, il n'a rien gagné en temps de préparation. Réglages et mise en œuvre sont ressentis soudain comme un obstacle face à des scènes fugitives qui demandent une plus vive réaction. La moindre variation de lumière ou le moindre déplacement intempestif du sujet le laisse désemparé. Mais un dilemme technique apparaît. Tant que le dépoli demeure, il n'est pas envisageable de se passer du pied de la chambre. Concevoir un dispositif portatif supposerait de s'affranchir des réglages qui, sous le voile noir, permettent de visualiser l'image à venir. Pour les photographes traditionnels, une telle solution n'est pas envisageable. Pourtant, dès le milieu des années 1880, quelques bricoleurs isolés envisagent de se passer de l'œil. Répondant à une volonté radicale de photographier à la dérobée, ils élaborent des dispositifs tels que le photo-chapeau, le photo-cravate ou encore le photoplastron. Ces bricolages pourraient sembler fantaisistes et s'avéreront souvent peu fiables, mais leurs caractéristiques techniques vont suggérer les moyens d'une pratique photographique entièrement différente. Ces bricoleurs font l'expérience de la suppression du dépoli. L'œil ne contrôle plus l'organisation optique de l'image, il aide simplement à estimer le champ visé à partir de la position du corps du photographe. Photographes et fabricants découvrent alors qu'une photographie à vue de nez, sans vérification sur le dépoli, donne tout de même un résultat. Ces appareils se donnent également les moyens de réaliser plusieurs vues successives sans recharger la chambre en y intégrant un magasin. La rotation d'une molette opère le changement de plaque. Dès la fin des années 1880, les magasins sont intégrés dans des chambres photographiques de forme et de taille classiques. L'empilement d'une réserve de plaques au sein de la chambre nécessite de maintenir constamment celle-ci à l'abri de la lumière et impose donc conjointement l'abandon du dépoli. Pour compenser cette disparition, on adjoint un nouvel élément optique, le viseur. Pour répondre au désir de portativité et de rapidité, la chambre photographique prend donc en quelques années la forme d'une boîte, sans pied, sans voile et sans dépoli. Et ces boîtes ne sont plus appelées chambres photographiques, mais appareils à main. Elles induisent non seulement de nouvelles postures, mais de nouvelles dispositions mentales. Le photographe n'a plus la même allure. Ses gestes deviennent ceux d'une personne à l'affût de tout ce que l'appareil pourra retenir. L'enjeu de la prise de vue évolue également et se plie à un nouveau critère, le naturel. Pour obtenir une vue naturelle, le photographe veut saisir les nuances de traits et de posture qui montrent le sujet surpris dans son expression. Que la prise de vue soit concertée ou non, il s'agit de saisir des signes inopinés, quitte à les provoquer ou à les rechercher. Cette quête du naturel amène à privilégier les sujets les plus spontanés, tels les enfants ou les animaux.
toute vue qui manifeste un échange sur le vif entre photographe et photographié devient recherchée. Même des photographes renommés, tels Stieglitz ou Steichen, adoptent cette manière dans le cadre des concours photos de la firme Kodak. Ainsi, durant les années 1890, les appareils à main suscitent et comblent à la fois le désir de photographier à l'improviste. Mais les évolutions que ces boîtes introduisent dans la pratique inquiètent les photographes les plus avertis. Tout oppose à leurs yeux la procédure traditionnelle et l'usage des appareils à main. Dans la première, un instrument transparent permet au regard, au savoir et au geste du photographe d'intervenir. Tandis que dans le second, l'automatisme d'une boîte close ramène l'ensemble de la pratique photographique à une visée sommaire et à la pression sur un bouton. La photographie cesse dès lors d'être une image qui s'imagine et se conçoit pour devenir une image qui se prend. Et ceux qui viennent à la photographie avec ces boîtes ne sont que les spectateurs d'un processus qu'ils sollicitent sans plus le comprendre. Le Kodak est l'emblème de cette ignorance technique permise par l'automatisme. Le père du Kodak, George Eastman, n'est en rien l'inventeur de l'appareil à main. Mais il est celui qui, pour des raisons commerciales, a su exploiter la rupture qu'il introduit dans le rapport à la technique. Le Kodak est lancé en 1888. Sa simplicité d'utilisation, vantée par les encarts publicitaires, ne le distingue guère d'autres appareils à main existant sur le marché. En revanche, l'utilisation de rouleaux de pellicule souples est une nouveauté. Cela rend l'appareil plus léger et permet davantage de prise de vue sans rechargement. Après exposition, l'appareil est envoyé au siège de la société où le traitement est effectué et l'appareil rechargé puis réexpédié avec les tirages. Mais moins fiable, moins sensible et plus cher que nombre de ses concurrents, le Kodak s'est peu vendu. Le Pocket Kodak, sorti en 1895, rencontre un immense succès. 5 fois moins cher que le Kodak, il bénéficie des améliorations apportées à la pellicule. Son nom renvoie à sa taille. Il est le plus petit des appareils à main du marché. Le slogan de la firme Kodak, appuyé sur le bouton « Nous faisons le reste », correspond parfaitement à l'imaginaire de l'appareil moderne. Ce slogan encourage un usage hallucinatoire de la technique par lequel des êtres font fonctionner des appareils sans nécessairement les comprendre. Malgré leur rappel à l'ordre, les photographes traditionnels ne maîtrisent plus l'engouement pour les appareils à main. Leur conception savante de la photographie se retrouve à contre-courant de la réalité populaire de la pratique. Pour un photographe en 1885, il y en a plus de 10 en 1892 et plus de 200 en 1900. La chambre photographique, hier encore instrument de modernité, est raillée tel un attirail encombrant et incommode. L'appareil à main devient la bête noire des studios de photographie. La prolifération de ces boîtes à photographier est très sensible dans les villes occidentales. Leur omniprésence dans les vitrines, les revues, les lieux publics ou entre les mains des proches est semblable à celle des téléphones portables au tournant du XXIe siècle. Kodak organise de grandes messes commerciales jusque sur le pavé des rues et jette de l'huile sur le feu en 1900 en lançant un appareil à $1, le Brownie, pour lequel il tourne l'effort publicitaire vers les enfants. Son succès sera immense. Prendre une photo n'est pas seulement devenu simple, mais enfantin. Un photographe ambitieux tel que Stieglitz aperçoit de temps en temps ses clicheurs en culotte courte.
Tandis que le statut de photographe artiste est encore inexistant, ses pires cauchemars lui montrent peut-être un gosse dont les clichés seraient exhibés sur un piédestal. Ce gosse s'appellera par exemple Jacques-Henri Lartigue, qui s'amuse à photographier dès 1902. Et ces clichés d'enfants seront exposés 60 ans plus tard sur les cimaises d'un grand musée d'art moderne. Ouvrons maintenant quelques albums d'amateurs datant des années 1895 à 1905. Car ceux qui, de façon spontanée et intuitive, vont explorer l'usage de ces boîtes noires, ceux qui vont en faire sortir des images imprévisibles, sont ceux qui, à chaque cliché, découvrent la photographie, sans préjugés, sans recettes, sans considération technique et sans souci esthétique. Les amateurs repèrent rapidement les situations où chacun se laisse plus facilement surprendre. Ils s'amusent de la candeur des enfants, de la spontanéité des animaux de compagnie et des complicités sur le vif entre photographes et photographiés. Leurs images prises au petit bonheur la chance laissent deviner un laisser-aller photographique qui n'ira qu'en s'amplifiant. Parmi ces amateurs désinvoltes se trouvent des peintres. Bonnard, par exemple, se munit d'un pocket Kodak à la fin des années 1890. Insouciant lui aussi de considérations techniques, ses images le montrent en revanche curieux envers le caractère impromptu de ses vues. Bonnard s'applique à saisir l'ingénuité des corps, la nonchalance des gestes entre deux postures ou leur précipitation dans l'excitation du jeu. Enfants et photographes sont emportés dans leur élan. À chaque pression sur le bouton, c'est comme si Bonnard se disait « on verra bien ». Conscient de son faible contrôle sur l'image à venir, il transforme cette faiblesse en objet de curiosité. Chaque cliché lui révélera de l'inattendu, de l'imprévisible, des configurations que l'attention ne saurait saisir. En se disant « on verra bien », le regard du peintre consent à venir après l'image. Ces photos lui permettent de voir les improvisations du visible. Les attitudes captées sur le vif montrent des états et des détails imperceptibles à l'œil nu. Les gestes figés deviennent parfois incongrus, étranges. Les amateurs s'accommodent de ces images. Ils ne les jugent pas médiocres ou ratées. On scrute les moments transitoires, les formes de l'aléatoire, une certaine anarchie formelle, une désemprise de l'homme sur le cours des choses. On voit ce qui échappe à la volonté. Parfois, des compositions harmonieuses adviennent malgré tout par inadvertance, sans plus de mérite et tout aussi curieusement. Bien plus tard, des photographes du XXe siècle développeront cette quête des réussites involontaires au point d'en faire une démarche consciente, un savoir-faire. Ils se prétendront capables d'organiser l'imprévisible. Loin donc d'une fidélité de l'image, ces boîtes font découvrir une certaine facétie des apparences. Pourtant, même lorsque ces images proposent des formes déconcertantes, même lorsqu'elles ont l'insolence de ne ressembler à aucune espèce d'image connue, elles demeurent reconnaissables pour ceux qui les ont saisies. Loin d'être incompréhensibles, elles sont perçues comme une forme d'apprentissage. Les regards apprennent à lire la langue des signes photographiques. L'imaginaire tente de combler l'écart entre ce qu'il voit et ce qu'il sait. Ainsi, les images qui sortent des boîtes noires et pour lesquelles des êtres se disaient « on verra bien » ne donnent pas seulement à reconstituer l'intention d'un homme qui en serait l'auteur,
mais à observer ce qui, extérieur à l'homme, vient à sa rencontre, dépasse ses intentions, déborde son attente et fait image.